Lors des élections du 9 juin dernier, plus de la moitié des Flamands ont voté pour des partis nationalistes. Je vous explique. Pour comprendre la politique flamande, on doit comprendre son histoire. D'où vient le nationalisme flamand? C'est quoi le mouvement flamand et quel est l'impact du mouvement wallon? Pourquoi aujourd'hui plus de 3/4 des Flamands se prétendent nationalistes? En bref, dans Histoire belge, je vais essayer de vous raconter comment on en est arrivé là aujourd'hui. Retournons donc à la création de la Belgique en 1830. Une bourgeoisie francophone gouverne autant la Flandre que la Wallonie et Bruxelles. Le français est aussi la seule langue officielle du pays. Que ce soit dans l'enseignement supérieur, les universités ou la politique, tout était en français. Autrement dit, lorsque la Constitution est votée au mois de février 1831, c'est vraiment la domination de la bourgeoisie francophone du pays qui est inscrite. Et c'est de cette oppression du néerlandais que naît le Vlaamse Beweging, le mouvement flamand. Des protestations et des grèves éclatent pour exiger une flamandisation de la vie politique, médiatique et culturelle. Alors, au début, le mouvement flamand est pas du tout communautaire. Il n'y a pas encore de nationalisme flamand et c'est super important de faire cette distinction. Il y a le nationalisme flamand et il y a le mouvement flamand. Le mouvement flamand, c'est un ensemble de gens, d'organisations, de partis politiques, penseurs ou institutions qui partagent une même lutte, la défense du néerlandais en Belgique et la protection de sa communauté. C'est un mouvement ultra diversifié qui est trop souvent résumé par les francophones comme uniquement du nationalisme. Et c'est vraiment important parce qu'en vrai, au début, c'est un mouvement qui est légitime, une lutte légitime pour reconnaître le néerlandais comme langue officielle du pays. Bref, 1830 donc. À travers des auteurs comme Hendrik Conscience, le mouvement flamand voit le jour avec une volonté d'écrire une histoire commune, francophone et néerlandophone ensemble. À cette époque, il n'y a pas plus de différence entre néerlandophone et francophone qu'entre namurois et liégeois, et la plupart des penseurs agissent à créer l'âme belge. Hendrik Conscience et d'autres vont alors trouver un socle commun pour tous les Belges, la résistance du plat pays face aux conquêtes françaises. 1302, Guldensporensdag, la bataille des éperons d'or. Le comte de Flandre, le comte de Namur, ainsi que des milices de Liège, de Bruges et de Luxembourg écrasent l'armée des rois de France. Pour Hendrik Conscience, c'est la preuve que les Belges ont une histoire commune et un amour commun pour leur terre. Retenez bien cette date, cette bataille, parce que ce sera important pour les prochaines vidéos. Le livre de Vlaamse Leeuw, le lion flamand, écrit en 1838 par Hendrik Conscience, est un carton autant en Flandre qu'en Wallonie. Pour l'élite francophone, ce livre renforce le nationalisme belge et leur légitimité à la tête de la jeune nation. Pour les néerlandophones, c'est la première fois que les Flamands ont le premier rôle dans une glorieuse bataille. Hendrik Conscience emploie sa popularité pour promouvoir le néerlandais et demande à l'élite que le néerlandais devienne une langue administrative et politique au même niveau que le français. Ces demandes sont refusées et c'est là que le mouvement flamand devient un vrai mouvement élargi. Une pétition est lancée en 1840 pour exiger que le néerlandais soit employé dans la justice, la politique et l'éducation et il rassemble plus de 13 000 signatures, ce qui est énorme dans une Flandre où l'analphabétisme fait rage. Mais la bourgeoisie francophone refuse encore leurs revendications politiques. En bref, ils aiment bien les textes des petits flamands choupis là, mais en vrai ils s'en foutent complètement du peuple. Flamand ou wallon, pour le peuple, c'était la même chose. La Belgique était une démocratie élitiste en raison de son système électoral fiscal. Seuls les citoyens très riches, exclusivement des hommes et majoritairement francophones, étaient autorisés à aller voter. Ils allaient quand même pas se préoccuper d'une poignée de paysans flamands mécontents. En plus, le peuple qui trimait plus de 12 heures par jour et ne savait pas lire ou écrire s'en foutait aussi en vrai. Francophones ou néerlandophones, les lois ne sont pas faites pour eux. Le peuple n'a quasi aucun droit ou de liberté. Le mouvement flamand, c'était un truc d'intellectuels et de quelques ecclésiastiques. À la fin du 19e siècle, la deuxième révolution industrielle entraîne une expansion de l'activité industrielle en Flandre et la croissance du secteur des services de transport. En conséquence, une classe d'employés et de fonctionnaires flamands se développe. Ces gens subissent une discrimination linguistique sur leur lieu de travail, tout en étant également confrontés à la concurrence de la classe moyenne wallonne qui vient immigrer en Flandre. Les fonctionnaires et employés ont commencé à exiger que le néerlandais soit la langue administrative exclusive dans la partie flamande du pays. La langue était également un instrument approprié pour revendiquer une plus grande part du gâteau économique aux dépens de la bourgeoisie francophone. Et c'est comme ça que les revendications socio-économiques vont s'associer aux plaintes linguistiques. Les néerlandophones se considèrent de plus en plus une communauté avec des intérêts en commun. La langue a commencé à définir un peuple et la lutte pour le néerlandais a contribué à déterminer l'identité de ce peuple.
Du coup, sous la pression, il y a enfin des lois qui sont votées en faveur des néerlandophones. Par exemple, on peut utiliser maintenant le néerlandais dans la politique locale ou dans l'administration locale, mais aussi dans la justice. Et pendant ce temps, d'autres luttes font rage dans toute la Belgique. Avec l'industrialisation viennent les premières exigences des travailleurs, les premières grèves, les premiers syndicats autogérés, et en 1893, la bourgeoisie cède pour instaurer le suffrage universel. Masculin, bien sûr. Pour la Flandre, ça veut dire que des centaines de milliers de non-francophones obtiennent enfin le droit de vote. Et ça donne un coup de boost aux Néerlandais. Pour les élections de 1894, le Parti catholique mise tout sur une propagande en néerlandais. Des affiches sont collées dans toute la Flandre. AVV, VVK. Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus. Tout pour la Flandre pour le Christ. Avec ce slogan, le Parti catholique conquiert tous les 90 sièges de Flandre et de Bruxelles. Ils n'ont même pas eu besoin de leurs 14 sièges wallons pour former un gouvernement solo. Retenez bien ce slogan, AVV-VVK. C'est avec ce slogan que le mouvement flamand s'empare de toute la Flandre. Petit problème, les élections au Sénat sont différentes et les francophones dominent encore là-bas. Les revendications politiques du Parti catholique n'y passent pas, et c'est là que le mouvement se transforme en un mouvement populaire. Des grèves et des manifestations éclatent dans toute la Flandre pour exiger que le néerlandais devienne une langue officielle du royaume. Le 28 février 1897, une émeute éclate à Schaerbeek. La capitale s'embrase et bientôt suivent toutes les grandes villes flamandes. Le 18 avril 1898 est enfin alors votée la loi d'égalité. Et enfin, le néerlandais devient une langue officielle au même titre que les wallons. Loi d'égalité. Tout le monde est content, non ? Un mouvement wallon naît en réaction. Contrairement à la Flandre, ce mouvement est dès ses débuts élitiste et méprisant du néerlandais. Ces francophones refusent qu'une sous-langue soit officielle en Wallonie et refusent donc la loi d'égalité. La Ligue wallonne est fondée à Liège, puis la Ligue nationale wallonne, et ils mettent la pression sur les députés francophones. Jules Destrée, un socialiste qui avait pourtant voté pour la loi en 1898, s'oppose alors à l'égalité entre les deux langues et va même écrire une lettre au roi en 1912 pour demander le fédéralisme. Jules Destrée commence sa lettre adressée au roi Albert par « Sire, il n'y a pas de Belges ». Du coup, la loi égalité ne passe pas à cause d'un mépris des francophones et le mouvement flamand se retrouve presque à la case départ. À l'aube de la Première Guerre mondiale, les Flamands perdent de plus en plus espoir en la Belgique et ça ne va que s'empirer. Et là encore, je précise qu'on ne parle pas encore de nationalisme flamand. Oui, la colère gronde, mais ce n'est pas encore du nationalisme. Le nationalisme est la croyance et l'idéologie politique selon laquelle la souveraineté, les intérêts et l'identité de sa propre nation passent avant les autres États et groupes d'individus. En 1914, il y a énormément de colère chez les Flamands, mais ce n'est pas encore un conflit communautaire. Pour que ça le devienne, il faudra une étincelle, quelqu'un qui vient tout instrumentaliser. Et coucou 1914 et coucou les Allemands! Dès 1914, l'occupant allemand va s'emparer des discriminations néerlandophones et appliquer leur Flammenpolitik, leur politique flamande. Et c'est là que je m'arrête pour cette entrée en matière pour le mouvement flamand. Vous avez compris, dans la prochaine vidéo, on va parler de la Première Guerre mondiale et comment les Allemands ont instrumentalisé ce conflit qui n'était pas encore communautaire mais qui va le devenir très rapidement et comment on parle après la guerre enfin de nationalisme flamand. Dans la prochaine vidéo, je vous explique du coup comment on est passé de quelques revendications linguistiques à pendant la guerre et après la guerre des soldats qui se mutinent et qui se battent pour la Flandre et plus pour la Belgique. Sur certaines tombes de ces soldats, on peut même voir le slogan que le Parti catholique avait martelé 20 ans plus tôt. AVV, VVK. Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus. Tout pour la Flandre pour le Christ. Like, commente, abonne-toi et active la cloche pour rien rater des histoires belges. Je vous mets toutes les sources en description et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, une nouvelle histoire belge ou un débunkage. Ciao!